suis là aujourd'hui pour vous parler de culture produit et de comment ça peut fonctionner avec de l'IA générative. Dans culture produit, il y a produit et je vais vous parler d'un produit spécifiquement et j'espère que vous l'avez tous dans votre poche. Et ceux qui ne l'ont pas, on en discutera après. C'est SNCF Connect, l'application des mobilités durables. Donc moi, je suis Charlotte Percher-Brard, je travaille chez SNCF Connect Tech. On développe effectivement l'application SNCF Connect, mais on ne fait pas que ça et on peut délivrer des services et des solutions numériques qui peuvent s'adresser au groupe SNCF au sens large, mais aussi à des régions, à des entreprises, etc., pour permettre de mettre à disposition des solutions de mobilité durable. Si je résume un peu sur SNCF Connect, quelques chiffres. En 2023, c'était plus de 200 millions de billets vendus de train et plus d'1 milliard de visites sur l'année. Et ce milliard de visites, c'est des personnes derrière qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'aide sur leur parcours ou dans leur voyage, et on a besoin de pouvoir les aider. Le premier canal et le premier niveau de contact, c'est notre chatbot, et on se doit d'être au rendez-vous parce qu'on a plus de 600 000 interactions chaque mois sur ce chatbot. Et en 2023, quand on a fait une enquête de stats utilisateurs, ça a un peu piqué. On avait à peine un utilisateur sur 10 qui était satisfait du service qu'on délivrait sur notre chatbot. Et fort de ce constat, on s'est dit, OK, ça va être notre North Star métrique et ça, il faut qu'on l'améliore et on va pouvoir l'améliorer. Les raisons de l'insatisfaction étaient assez variables. C'était le bot n'a pas compris ma question, il me répond avec la question que je viens de lui poser ou il répond à côté de la plaque. Et donc, on avait toutes ces pistes d'amélioration qu'il fallait qu'on arrive à implémenter sur notre bot. Je vais vous parler d'un projet sur lequel on a travaillé et je le connais bien puisque je suis responsable de l'équipe Data Science et les équipes Data Science ont été impliquées dans ce projet. Si on est toujours en 2023, ça c'est notre petit chatbot que vous retrouvez sur le site et sur l'application. Et à l'époque où on a fait ce constat de la satisfaction utilisateur qui n'est pas au rendez-vous, notre bot, il est pris un peu entre deux vents. D'un côté, on a l'IA générative qui s'est déjà pas mal développée. On a des outils qui sont mis à disposition. On commence un peu à parler de LLMOps. Donc, le secteur devient de plus en plus mature. Et on a des gens qui viennent nous voir en disant « Non, mais l'IA générative, c'est la solution à tous nos problèmes. On peut faire ce qu'on veut avec. On peut mettre un RAG en production avec juste genre 2 clics. » Et c'est hyper pertinent. Et puis, d'un autre côté, on a d'autres personnes, souvent un peu plus haut, qui nous disent OK, l'IA générative, c'est bien, on peut faire plein de trucs, mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'hallucination, on doit être 100% pertinent, on doit pouvoir maîtriser absolument de façon déterministe le contenu qu'on pousse, et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais par contre, vous restez sur du POC, et puis prudence, prudence, prudence. Et donc, on est un peu entre les deux, on se dit OK, comment on va y aller et en fait, on est resté sur le principe de la North Star métrique qu'on a mesurée, on ne peut que l'améliorer. Et donc, on doit pouvoir mettre en place un projet qui nous permet d'améliorer l'expérience utilisateur de façon significative et perceptible par les utilisateurs, sans jamais garantir à personne qu'il n'y aura pas d'erreur. Il y aura des erreurs, il y aura des hallucinations. La question, c'est comment est-ce qu'on les accompagne et comment est-ce qu'on les markete. Et donc, notre ambition, ça a été de pouvoir concilier l'expertise humaine qu'on a. On connaît notre information voyageur, on connaît nos politiques tarifaires, on peut apporter des réponses de qualité à nos clients. Et on a une technologie qui évolue très rapidement et qui s'améliore de jour en jour. Donc, comment on arrive à concilier les deux, toujours dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. Pas d'arriver à une 6-7 de 100%, je pense qu'on en rêve tous, mais personne n'y est. Mais améliorer ce 12% qui nous fait mal. Et donc, on a une équipe de à peu près 6 personnes, un PO, des DevBack, Data Scientist, Data Eng, qui ont travaillé pour améliorer cette fameuse expérience utilisateur. Je vais rentrer en détail sur 2 points où on a beaucoup appris. La première partie, c'est les tests, où en fait, comme n'importe quelle application, on a dû tester la solution, mais avec de l'IA générative, c'est un petit peu différent. Et comment on a déployé cette nouvelle version du bot. Avant de rentrer un peu dans le détail de ces 2 étapes de test et de déploiement, je vous explique rapidement ce qu'il y a sous le capot. Quand l'utilisateur pose une question, sa question arrive dans une première brique qu'on a appelée le routeur. C'est un algorithme de classification assez standard qui permet de déterminer la thématique de la question de l'utilisateur. Et ce routeur, il a un rôle essentiel dans la partie déploiement, je vais le détailler. Et une fois qu'on a identifié la thématique, on a 2 solutions. Soit on a activé l'IA générative sur cette thématique, et auquel cas, c'est un système RAG qui répond. Le RAG est basé sur nos pages de FAQ pour générer une réponse. Et on a aussi une solution de fallback
pour plusieurs raisons. Si jamais le service n'est pas disponible, par exemple, pour pouvoir apporter une réponse un peu en dur. Et là, c'est un peu le fonctionnement classique et historique des chatbots. Si on regarde un peu en détail la stratégie de test, je vous rappelle, on était dans une démarche où on devait être hyper prudent. Donc on s'est dit, on va devoir mettre en place des tests automatiques. C'est un exercice qu'on fait en continu et ces tests automatiques, ils avaient 2 objectifs. Le premier, c'était assurer qu'il n'y avait pas de régression quand on apportait des améliorations au système, que ce soit changer le contenu des FAQ, changer le modèle qu'on utilise, changer l'infrastructure qu'on a derrière tout le système. Et le deuxième rôle de ces tests automatiques, c'était de pouvoir mesurer tout un tas de métriques techniques et métiers qui nous permettaient de dire on est suffisamment confiant, on a atteint un bon niveau de qualité et on peut aller un peu plus loin sur les tests fonctionnels que je détaille après. Et une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit ok, mais on teste quoi? Et en fait, on a dû mettre en place 2 tests, enfin 2 échantillons de tests. Le premier pour entraîner et évaluer la qualité de notre routeur et le deuxième pour évaluer la brique RAG. Sur le papier, ça paraît pas très compliqué d'attribuer une thématique à une question. Sauf qu'en fait, quand on a un utilisateur qui nous demande comment je fais pour échanger mon billet pendant la grève avec ma carte Avantage, en fait, ça lui a touché 3 à 4 thématiques. Et le simple fait de devoir attribuer un sujet et une thématique à la question, ça a vraiment pas été simple. Et ça a été un peu la même chose sur la réponse attendue du RAG. En fonction de la personne à qui on posait la question, il comprenait pas forcément la question de la même façon. Et il n'allait pas donner la même réponse attendue que son voisin. Et en fait, le constat qu'on a fait ici, c'est qu'il faut être au plus proche du terrain avec des questions de production et être aussi au plus proche des équipes fonctionnelles qui ont l'expertise. Et cet exercice-là, qui est très fastidieux, qui est souvent pas très valorisant, parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps à faire des allers-retours, à corriger, etc. C'est ce qui nous a permis, 1, d'établir une relation de confiance avec les équipes métiers, et 2, ce qui a permis à l'équipe de delivery de monter en expertise fonctionnelle sur le sujet. Ils sont du coup maintenant un peu plus autonomes. Une fois qu'on a ces tests automatiques, on est capable de passer à la partie test fonctionnel, qu'on fait souvent 1 mois avant l'activation de la fonctionnalité. On a défini 3 métriques qu'on a mesurées. La pertinence, donc c'est à quel point la réponse apportée par l'IA générative répond à la question. Et la North Star métrique qu'on avait et qu'on cherche à améliorer, c'est vraiment ça, cet objectif, c'est améliorer la qualité de la réponse. Donc on a aussi mesuré, par rapport à la solution existante, quelle a été la part de questions où on a aujourd'hui une réponse pertinente, alors que sur le système en production aujourd'hui qu'on cherche à améliorer, on n'est pas bon et on ne répond pas correctement. Et on avait un KPI de contrôle, qui était aussi de s'assurer qu'on ne venait pas dégrader des réponses qui étaient aujourd'hui bien répondues par notre système. Ça, c'est des 3 KPI qui nous servent à alimenter les points de go-no-go pour savoir si on est en capacité d'ouvrir la thématique sur notre bot. Et on s'est rendu compte que c'est hyper compliqué d'avoir l'unanimité. Et donc, on a mis en place un protocole où on a 3 testeurs par question, 3 testeurs métiers, 3 experts, qui viennent qualifier si la réponse est pertinente ou pas. Et à titre d'exemple, sur l'échantillon de validation qu'on a, on avait près de 70 questions et il n'y avait que 3 questions dans l'échantillon où il y avait un consensus pour dire que la réponse n'était pas pertinente. Sinon, on avait des gens qui disaient « oui, c'est bon, ça passe », et d'autres qui nous disaient « non, ça passe pas, on peut pas répondre en l'état ». Donc, on a mis ces protocoles multitesteurs pour s'assurer qu'on avait une vision à peu près objective de la qualité. Et le deuxième test fonctionnel qu'on a mis un peu en place à nos dépens, c'est des tests avec la sécurité. On avait déjà rebouclé avec eux bien en amont de l'activation. Et en fait, à J-1 de l'activation, ils ont voulu refaire des tests. On n'avait pas un environnement ISO production à leur mettre à disposition. Donc, ils ont fait des tests, mais qui étaient hors scope par rapport à ce qu'on devait activer le lendemain. Et en fait, ils nous ont mis un no-go. Et on a été obligé de décaler l'activation. Donc, le bilan qu'on en a retenu, c'est qu'on doit avoir des cahiers de tests de façon précise, on doit avoir des objectifs précis sur sur les tests, et s'assurer qu'on teste bien sur un environnement proche, voire ISO de la production. Une fois qu'on a tous ces tests qui sont au vert, on sait qu'on va pouvoir activer. Et je vais vous détailler la stratégie de déploiement. Je ne vais pas rentrer dans la technique LLMOps, etc. Ça va être assez métier pour vous montrer comment on a choisi une approche très prudente pour déployer et s'assurer de la qualité. Quand on a mis en place le projet, on avait une première version du modèle, on s'est dit « OK, comment on va le tester et comment on va le mettre dans les mains des utilisateurs rapidement pour avoir du feedback ?» Et en fait, les personnes les plus à même de nous faire ce feedback-là, on s'est dit que c'était les conseillers de la relation client.
Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de leur mettre à disposition le modèle pour qu'ils puissent l'utiliser comme des suggestions de réponses. Et dans ce cas-là, on collecte la réponse qui est générée. Donc, on a une boucle assez courte de feedback sur le modèle qu'on leur a mis en production. En fait, ça a été nos premiers bêta-testeurs. Et là, je me demande si je vais réussir à trouver ma souris. Ouais. Je vous montre rapidement le système qu'on leur a mis en place. Alors, c'est intégré directement dans leur outil de messagerie. Et donc, comme j'ai pas Internet, je pense qu'il va pas me la capter. En fait, c'était une suggestion de réponse dans leur outil. Et dès qu'ils ont une conversation utilisateur, ils peuvent faire appel à la suggestion de réponse. C'est affiché, ça tourne assez vite. Et ils peuvent après modifier ou éditer ou refuser complètement la suggestion de réponse si elle n'est pas pertinente. Et toutes ces données-là, nous, après, on les récupère pour améliorer le modèle. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'on a eu rapidement du feedback. Oh, ce teasing. On a eu rapidement du feedback. On a aussi pris conscience que la latence était clé parce que si on n'arrive déjà pas à engager nos conseillers, en fait, un client qui attend une réponse, il ne va pas l'attendre plus de 15 ou 20 secondes. Et il faut aussi vigiler les coûts. Je ne sais pas si je peux vous la passer. Non. Il faut aussi vigiler les coûts parce que même si on n'a pas beaucoup de trafic, c'est des solutions qui peuvent assez vite exploser au niveau des coûts. Donc, il faut avoir un bon niveau de monitoring. Le constat qu'on en a fait, on pensait que c'était des bêta-testeurs ponctuels. Et en fait, il y a eu une super adhésion à des téléconseillers au système. Et ils continuent de l'utiliser aujourd'hui. Ça ne leur a pas forcément permis de réduire la durée de traitement. Donc, ils ne répondent pas plus vite. Par contre, ils apportent une réponse de meilleure qualité. Et on a observé un incrément de 4 points sur la CSAT dans les échanges qui sont faits avec les téléconseillers. Donc, c'est plutôt très cool. Ensuite, une fois qu'on sait que le modèle répond bien et que la qualité est bonne, on se dit qu'il faut le mettre dans les mains de nos utilisateurs. Donc, toujours par prudence, on a décomposé l'ensemble du périmètre en plusieurs lots et on l'a priorisé de la façon suivante. On s'est dit, on va d'abord ouvrir les réponses IAG sur des thématiques où on sait qu'on a un vrai incrément dans la qualité de la réponse, des thématiques à faible volume de contact, parce que ça nous permet aussi de tester la robustesse de la solution et de regarder comment ça se comporte en production, et des thématiques qui sont peu critiques. On n'a pas forcément tout de suite envie de commencer sur les thématiques d'échange et d'annulation en situation de grève, parce que c'est pas le plus simple. Donc on a commencé, on a déjà activé 2 thématiques, ouverture des ventes et fonctionnalités, qui sont aujourd'hui présentes sur notre chatbot. Donc là, l'objectif, c'était vraiment d'activer progressivement, et il y a 2 outils techniques qui sont essentiels. C'est le routeur que je vous évoquais. Il faut qu'on soit bon dans la thématique détectée parce que sinon, on ne va pas activer la bonne thématique. Et les features toggle qu'on a mis en place qui nous permettent de contrôler en un clic si on souhaite ouvrir la thématique à l'IA générative ou pas. Maintenant, je vais vous embarquer sur la journée de l'activation. On était le 23 octobre, donc ça fait pas si longtemps. On s'est tous mis autour de la table à 15h. On avait juste un bouton, donc ce fameux feature toggle à activer. Et donc, à 15h12, on active la vague à 100%. Et puis, on regarde notre dashboard de monitoring. Et puis, au bout d'un quart d'heure, on commence à avoir des erreurs 500. On en a 1, on en a 3, on en a 15, on en a 30. Du coup, on coupe une partie du trafic et on réduit à 50% la volumétrie adressée par l'IA générative. Ensuite, on prend le temps de regarder à quoi sont dues les erreurs. Il y avait plein de raisons qui faisaient qu'on avait des erreurs qui apparaissaient, qu'on pensait avoir anticipées, mais finalement pas si bien. Et donc, pendant une semaine, on a itéré, on a apporté des micro-correctifs, on a changé le LLM sur certaines parties, on a adapté les parcours, on a levé des restrictions sur les vérifications, etc. Et on a été en mesure, une semaine plus tard, d'adresser 100% le trafic de la première vague, du premier lot. En fait, ce qu'on en a retenu, c'est que ça se passe jamais comme on pense, mais les imprévus qu'on a rencontrés, on a réussi à les maîtriser, on a réussi à corriger et à ouvrir en moins d'une semaine, parce qu'on avait un bon niveau d'observabilité. Donc, quand on a activé en production, on savait et on était capable de voir ce qui plantait. Beaucoup d'agilité. On n'a pas signé de notre sang en accord avec un LLM provider en disant on n'utilisera que tel modèle. Et du coup, quand il faut changer parce qu'on a des problèmes de quota, par exemple, on n'est pas en capacité de le faire. Et on avait un code très modulaire qui permettait de changer facilement de LLM. Et le fait d'avoir anticipé en définissant des réponses en fallback permettait de ne pas avoir de coupure de service malgré les erreurs. Donc, les grands enseignements, OK, de ne pas avoir le monitoring le plus complet, mais il faut quand même avoir un bon niveau de monitoring. Il faut rester agile et s'adapter à la production.
Si je synthétise un peu la stratégie de déploiement qu'on a mis en place, on est parti du principe qu'on n'avait pas pour adresser tous les chantiers d'un coup. Donc il fallait améliorer et choisir quelle partie du système on voulait améliorer en priorité et savoir à quel moment on estimait que le MVP était suffisamment viable pour ouvrir en production et ensuite itérer. Donc notre priorité numéro 1, ça a été d'adresser la qualité et de s'assurer que les réponses qu'on avait à partir de l'IA générative étaient d'un bon niveau, ou en tout cas d'un niveau suffisant pour les mettre dans les mains de nos utilisateurs. Ça a permis d'établir la confiance des équipes métiers, mais aussi du C-level, qui étaient parfois un peu frileux sur l'exercice. On a choisi d'utiliser au tout départ une solution managée qui nous permet d'adresser plusieurs LLM à la fois pour rester flexible et modulaire et pas passer trop de temps sur l'infra et la maintenance de ces solutions. Une fois qu'on avait un bon niveau de qualité, on a pu adresser les sujets de sécurité. C'est pas simple, on est encore en train de le faire. Les équipes sécurité ne sont pas formées aujourd'hui à l'IA générative et elles apprennent en même temps que nous. Donc il faut avoir une bonne interaction avec elles. Ensuite, la troisième priorité, avoir un bon niveau d'observabilité. Il faut une brique minimale, je vous l'ai dit, parce que ça nous a permis de savoir quelle était la santé de notre production. Aujourd'hui, on a un monitoring qui reste manuel, mais qui permet d'essayer des points clés. Par exemple, sur l'ouverture des ventes, on avait un bon niveau de satisfaction des utilisateurs, sauf le jour de l'ODV, l'ouverture des ventes. Parce qu'en fait, les clients nous posent des questions sur cette journée très précise qui sont différentes de ce qu'ils posent habituellement. Et donc là, on a été en mesure de pouvoir amener des correctifs sur cette journée précisément. L'étape numéro 3, c'est la scalabilité. Nous, on a choisi de faire un déploiement progressif par lot. Le fait d'avoir des features toggle aussi nous permet de mettre en place assez facilement des canary release et de ne pas adresser 100% du trafic d'un coup en effet Big Bang, et on y va de façon progressive. On met aussi en place de nombreux tests de charge pour s'assurer qu'on sera en mesure de tenir le trafic qui est attendu sur le bot. Et la dernière étape, on n'y est pas encore, mais c'est de travailler la profitabilité et chercher à optimiser les coûts. On l'a dit en talk ce matin, les LLM, ils ont des coûts qui sont très décroissants. On peut switcher facilement d'un LLM à l'autre si on place le curseur de qualité à certains niveaux. Et on sait qu'on pourra optimiser cette brique-là après, une fois que tout fonctionnera bien. Et du coup, le bilan, après plusieurs mois, si je reviens sur la North Star métrique qu'on cherchait à optimiser, qui n'était pas très bonne, on l'a quand même bien améliorée sur la première vague. C'est assez satisfaisant. Il y a encore plein de choses à améliorer. Et un petit bonus pour les équipes métiers qui, avant, devaient contribuer des informations sur nos pages de FAQ et sur l'outil du chatbot. Maintenant, en fait, tout est centralisé à un seul et même endroit. Et ils n'ont plus qu'à documenter les pages de FAQ. Donc, eux aussi sont hyper contents qu'on ait amélioré leur quotidien. Si je dois synthétiser en 5 points clés, en fait, la technologie, elle est un peu différente. Il faut s'adapter avec l'IA générative. On ne va pas faire les mêmes tests, on va pas faire les mêmes tests, et on ne va pas le faire de la même façon, on ne va pas déployer de la même façon. Mais en fait, l'approche produit, elle reste la même. Identifier un problème, apporter une première solution, mesurer l'impact de cette solution et ensuite itérer dessus. Et c'est bien le use case qui nous a conduit à la technologie de l'IA générative et pas l'inverse. Et ça fait toute la différence. Ce que je retiens, c'est qu'il faut réussir à travailler avec agilité, rester adaptable. Les technologies évoluent hyper vite. Il faut qu'on puisse bénéficier des meilleures technologies sur le moment et accepter de changer quand c'est plus la bonne. Favoriser la curiosité, que ce soit la curiosité fonctionnelle ou la curiosité technologique. On parlait ce matin, je crois, d'humilité aussi. Il y aura des erreurs. Mais comme en IA, on n'a jamais une précision de 100%, ou alors c'est rare d'avoir une accuracy sur un modèle de classification. Donc accepter qu'il y aura des erreurs, mais savoir les accompagner. Et aussi humilité avec les équipes expertes sur les réponses. Si une personne de la relation client te dit « Oui, ta réponse sur le papier, elle paraît bonne, mais en fait, là, c'est plus subtil. Il y a un point qui est important sur cette condition tarifaire. Il faut que tu arrives à le prendre en compte et que le client l'ait aussi. » Accepter de dire « D'accord, je vais prendre en compte ta remarque et je vais faire évoluer la réponse en ce sens. » Avancer avec prudence, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les petits incréments, c'est ce qui nous aide à choisir quelles vont être les priorités du moment. Et la pédagogie, c'est aussi essentiel. Les gens pensent à peu près tous maîtriser l'IA et l'IA générative, mais il y a beaucoup de pédagogie à faire et d'acculturation pour être sûr que l'outil est utilisé à bon escient et pour accompagner le changement. Et voilà.